Madame, monsieur, rebonjour. Ils montent dans les sondages, ils veulent bousculer les grands. Les petits partis peuvent-ils créer la surprise? S'interroge cette semaine le vif. Seront-ils les principaux gagnants des prochaines élections? Que proposent-ils vraiment? Pour répondre à ces questions, je reçois ce midi Raoul Debow, porte-parole du PTB Go, Yasmine Dehaene, secrétaire générale du Parti populaire, Vincent de Crolly, tête de liste de Vega à l'Europe, Laurent Brognier, président du Rassemblement Wallonie-France, Paul Bossu, membre du Parti Pirate, et Marie-Françoise Lecomte, coprésidente du mouvement de gauche. Tout à l'heure, ils seront rejoints par Pierre Vorians, politologue à l'Université de Liège, Marcel Sel, écrivain, blogueur et chroniqueur, Démétrios Cagliola, journaliste à Sud Presse, et Catherine Hernens de l'Avenir. Et tout d'abord, ce petit sondage dans la rue. Quels sont les petits partis que vous connaissez? Stéphanie Gomez vous a tendu le micro. Le parti de Modric Amen, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Le mouvement de gauche et Parti populaire, oui. Le PTB Go, je crois que c'est Go ou un truc ainsi. Le PTB, le PP, le mouvement de gauche. Après ça commence à devenir plus difficile. Alors bon, si on va du côté flamand, parti, l'homme se bloque. Je connais encore Vivant aussi. Celui de Crolly, mais j'ai plus le nom, qu'il a refait un nouveau parti écolo-gauche. Je ne connais pas tellement les petits partis politiques. En fait, les grands partis prennent toute l'information et les petits, on les entend pas beaucoup. Eh bien, on va vous entendre ce midi, on va vous entendre sur votre programme, sur vos projets. D'abord, une question, est-ce que vous êtes prêt à vous mouiller? Est-ce que vous êtes prêt à participer au pouvoir? Raoul Debow, j'ai eu l'impression que vous aviez dit tout et son contraire là-dessus. Hein? Non, nous on est très très clair là-dessus. Il paraît évident que pour un parti comme le PTB, notre but c'est de peser sur le pouvoir. Alors, on le démontre, je veux dire, on est en coalition dans le district de Borgerhout à Anvers avec le SP avec Groen pour faire barrage à NVA. Ouais. Donc c'est bien la preuve que le PTB peut évidemment rentrer dans les majorités. Notre seul problème aujourd'hui, c'est qu'en Belgique francophone, il faut constater évidemment que dans les 4 partis traditionnels présents dans les parlements, tous sont d'accord avec le cadre d'austérité européen. Ils ont tous voté le traité d'austérité. Donc c'est évident que pour un parti de gauche comme le PTB, il est tout à fait impossible que ces députés vont avaliser ce type de politique d'austérité. Donc pas question de rentrer dans une coalition de gauche au lendemain des élections, c'est ça que vous dites? Moi, si les partis de gauche traditionnels aujourd'hui changent d'avis, décident de ne plus chasser les chômeurs, s'ils décident aujourd'hui d'arrêter de supprimer les prépensions, s'ils décident aujourd'hui de reprendre une politique de gauche, tout est discutable. Mais moi je constate aujourd'hui... Mais s'ils ne le font pas, vous n'irez pas? Mais non, c'est clair, et je crois que nos futurs électeurs, évidemment, n'accepteraient pas qu'un parti de gauche comme le PTB, qui a des principes, s'allie avec des partis qui vont voter l'austérité. Je crois vraiment que c'est pas ce qu'on attend de nous, et donc je réalise aussi qu'aujourd'hui, la vocation d'un parti comme le PTB, c'est déjà pesé sur aujourd'hui, la gestion d'aujourd'hui. Regardez les intérêts nationaux, madame. On va y revenir, on va revenir à vos programmes après. Vincent de Crolly, à l'époque d'Écolo, vous étiez contre la participation d'Écolo au gouvernement. Vous avez changé d'avis depuis? Ouais, tout est question de programme, tout est question de priorité. Vous savez, on ne va pas au pouvoir pour aller au pouvoir. Ouais. Mais vous seriez prêt à rentrer dans une majorité? Avec un certain nombre de conditions, évidemment. Lesquelles? Si c'est pour, par exemple, procéder à une répartition collective du temps de travail, si c'est pour rembourser la dette environnementale avant de rembourser la dette financière, oui. Si on va vers ce genre de solution, nous sommes partants, évidemment. Marie-Françoise Lecomte, je continue avec la gauche. Hein. Le pouvoir, ça vous intéresse? Pas le pouvoir pour le pouvoir, hein, on est bien d'accord. Donc, si on avait la possibilité d'accéder à un gouvernement, il faudrait que notre projet éco-socialiste soit pris en considération. La défense de l'humain, replacée au centre des débats, mais également la préservation de notre terre, car c'est le seul endroit où on peut survivre, nous, en tant qu'humains. Yasmine Dehaene, si la NVA est dans le gouvernement fédéral au lendemain des élections, est-ce que vous êtes prêt, vous, à gouverner avec la NVA? Je pense qu'au niveau socio-économique, nous sommes tout à fait en phase avec la NVA, c'est-à-dire moins d'immigration, moins d'impôts. Ça, c'est pas socio-économique. Oui, moins d'impôts. Et donc, de ce côté-là, nous serons prêts, nous serons pour les réformes. Toutefois, nous n'irons pas dans un gouvernement qui n'est pas prêt à faire ces réformes-là. Mais vous êtes clairement candidat au pouvoir.
Vous On pourriez est candidat apporter au pouvoir votre s'il fait soutien pour faire un changement, à une majorité. pour faire un changement et pas continuer tel qu'on a aujourd'hui les partis au pouvoir pour le pouvoir. Nous, on est pour un changement socio-économique en profondeur et à ces conditions-là, nous ferons partie d'un gouvernement. Sinon, on laissera cela à ceux qui gèrent aujourd'hui et on va droit dans le mur à ce moment-là. J'ai lu que des contacts auraient déjà été pris avec la NVA, c'est vrai ça? On n'a pas de contact spécifique avec la NVA, seulement on a dû constater que leur programme socio-économique est tout à fait en phase avec le nôtre. Il vient de sortir encore récemment. Ouais. Et donc voilà, quand je le lis, je m'y retrouve entièrement. Par contre, au niveau du programme, plutôt tout ce qui est gestion et donc leur... Programme institutionnel. Oui, parce qu'il institutionnel. n'y a pas que les socio-économiques à la Voilà, NVA, mais hein. le programme institutionnel, là, on n'est pas du tout en phase avec eux. Donc là, pour dire le split de la Belgique, non. On va rester un peu du côté de la NVA, Laurent Brognier. Alors si effectivement la NVA gagne de manière écrasante ces élections, finalement c'est plutôt bien pour vous, non? Ça va renforcer votre volonté de rattacher la Wallonie et Bruxelles à la France? Il n'y a pas que la NVA. Pourquoi citer la NVA seulement? Parce que ce sera probablement le vainqueur des élections fédérales. Peut-être, mais il est quand même incontestable de noter que lorsque la Volksunie a éclaté, elle a fait des avatars dans tous les partis en Flandre. Y compris au CDNV, qui a déjà appelé à une 7e réforme de l'État. Donc la NVA, c'est clairement dans son programme. Eux avancent non masqués, ils disent clairement aux citoyens, voilà ce que nous voulons. Le confédéralisme antichambre de l'indépendance de la Flandre, article 1er de leur statut. Ça vous arrange bien quelque part, non? Mais notre parti a été créé en 99 à la suite des déclarations faites par différents partis, tous les partis à l'époque flamands, au Parlement flamand, de diriger la Belgique vers le confédéralisme. C'est une volonté commune en Flandre, de tous les partis, pas seulement de la NVA. Et c'est en réaction à cela que notre parti a été créé, pour se dire, maintenant les choses sont claires, on sait où on va, à nous de nous préparer et de proposer un projet crédible et enthousiasmant pour les Wallonnes et les Wallons. Paul Bossu, vous prenez une nouvelle manière de faire de la politique, une démocratie beaucoup plus participative. Vous avez négocié un groupement de listes, notamment avec le PTB. Ça, c'est une manière assez traditionnelle de faire de la politique, non, quand même? C'est un peu paradoxal, non? Non, cette situation de groupement, ça concerne Bruxelles. Et c'est parce que il y a un frein à l'accès à la démocratie. Donc, chaque parti qui ne fait pas 5% ne peut pas accéder à la démocratie, accéder au siège. Mais en faisant un groupement, on ne fait pas la même liste. Chacun a vraiment son programme. C'est juste utiliser les règles. Quoi. Non, c'est juste utiliser les règles. Les partis néerlandophones l'ont fait aux élections précédentes. Ils ont fait tous ensemble un groupement pour essayer d'avoir un siège de moins pour le fameux bloc. Mais nous, ce qu'on propose, les Pirates, actuellement, tous les partis proposent de changer ou de renouveler les gens qui exercent le pouvoir. Nous, ce qu'on propose, c'est de changer la manière de faire le pouvoir. C'est-à-dire, si on est dans des assemblées, majorité ou opposition, ce qu'on voudrait, c'est introduire plus de transparence et plus de participation citoyenne dans ces débats. Changer la manière de faire de la politique, mais en même temps y rentrer, vous seriez prêt effectivement à apporter vos quelques pourcents à une majorité? On ne fait pas des élections si ce n'est pas pour participer au jeu de la démocratie. Juste qu'on est là pour dire que la démocratie actuelle est obsolète, les systèmes en place sont obsolètes. Avec la révolution numérique, on doit tenir compte de ces nouveaux paramètres et on aimerait bien apporter ça, en effet. Alors, un mail que nous avons reçu, 6 représentants de petits partis. Ils vont sans doute gêner certains partis traditionnels, mais sans plus. Ce sera un émiettement des voix qui risque, comme en Flandre, de compliquer la formation de majorité. Une réaction par rapport à ça, Raoul Debow, c'est vrai que les voix vont un peu se perdre. On vous a entendu, vous n'êtes pas tous prêts à participer à une majorité. Je ne crois pas qu'elles vont se perdre, justement, ces voix. Moi, je vois aujourd'hui que depuis 20 ans, les gens en ont marre de voter pour les 4 mêmes partis. Et pour l'instant, c'est quand même les petits qu'on se poche. Vraiment, c'est toujours les petits qui payent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les gens veulent du changement. J'ai pas arrêté de sillonner les marchés dans le Hainaut, à Liège, ces dernières semaines. Les gens en ont marre des partis traditionnels. Et ils veulent trouver une alternative. Et ce qui est intéressant, et c'est une première en Belgique francophone depuis 20-25 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a des petits partis, notamment comme le PTB, petit parti, je veux quand même dire, avec 8000 membres. On a plus de membres qu'Écolo. Donc le côté petit, oui, c'est un petit peu relatif. On a 54 conseillers communaux. Donc je ne crois pas que le PTB est vraiment petit. Mais pour la première fois... Il grandit bien. Voilà. Et depuis la première fois depuis 20-25 ans, il y a une chance réelle
le 25 mai, de voir arriver des députés de notre parti. Et je crois que c'est ça qui est nouveau. C'est ça que les gens sont en train de se dire, finalement, ma voix, elle va permettre d'entendre à nouveau la voix des travailleurs. Mais c'est vrai que l'émiettement des voix, bon, ça va se produire. Et ici, il y a 3 partis de gauche. Moi, j'ai lu les programmes, Vega et le mouvement de gauche. Je n'ai pas vu grande différence, je vous avoue. Alors pourquoi ne pas s'être unis, Marie-Françoise Lecomte? Eh bien, je vous rejoins, évidemment. On va arriver en ordre dispersé. On est à gauche, on a des projets sensiblement proches, notamment avec Vega, un projet éco-socialiste où les différences sont microscopiques. Le mouvement de gauche, depuis le départ, son leitmotiv, c'est un front de gauche à la française, rassembler toutes les forces de gauche sous un nom unique, en gardant chacun nos spécificités, mais néanmoins afin de peser dans la balance. Alors pourquoi n'êtes-vous pas ensemble? Pourquoi? L'appel a été lancé. D'un côté, Vega vous l'expliquera peut-être, il y a eu un refus catégorique non motivé. Monsieur De Crolly vous l'expliquera peut-être. Quant au PTB-Go, on regrette, il ne s'agit pas d'un front de gauche à la française. Il s'agit d'avoir appelé pour soutenir le PTB et non pas respecter les sensibilités de chacun. Nous, on ne pouvait pas rassembler derrière le nom du PTB parce que nous avons des positions différentes, notamment sur le plan des libertés individuelles. D'accord. Vincent De Crolly, alors pourquoi ne pas s'être unis au mouvement de gauche? Est-ce que vous n'auriez pas été plus forts ensemble? Vous savez, moi, depuis une dizaine d'années, je suis très courtisé par des tas de gens. Et à peine sommes-nous nés, nous, il y a quelques mois, que nous avons déjà eu des sollicitations, et du PTB, et du mouvement de gauche, et de tas de gens. Donc, voilà, nous sommes en train de grandir, de nous construire. Oui. Vous savez, quand vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu effectivement une espèce de front de gauche? Vous savez, quand vous déménagez, que vous arrivez dans une nouvelle maison, vous avez parfois des voisins comme ça qui veulent tout de suite s'imposer chez vous, manger avec vous, faire table commune. On le fera peut-être un jour, Madame Lecomte. Mais commençons peut-être par cultiver un potager, voyons si tout ça fonctionne, et puis peut-être qu'on enlèvera les clôtures pour laisser jouer les gosses ensemble dans un jardin commun. Nous ne sommes pas à l'heure de potager, de faire du potager. On ne peut pas non plus... Alors pour vous, quelle est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de... Mais on n'en sait rien. On nous a parlé vaguement de questions relationnelles. Je trouve ça lamentable, immature sur le plan politique, alors que des gens sont dans les souffrances les plus extrêmes. Ce type de situation doit absolument être mise de côté. Nous sommes là pour défendre les vrais gens, les vraies valeurs de la gauche. Donc les petits potagers, on les laisse à ceux qui veulent les vraies valeurs les et un parti, une tête et le parti unique, c'est pas non plus notre choix. Donc c'est pas le choix du mouvement de gauche non plus, c'est le choix du PTB peut-être, mais pas le nôtre. Peut-être plus tard. Oui, le PTB. Je pense qu'avant tout, d'abord, c'est très positif d'avoir une diversité de la gauche. Je crois vraiment que le débat est quelque chose de très positif qui nous permet de faire avancer nos causes. Et il y a énormément de gens intéressants dans les différents partis de la gauche. Je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, il faut quand même constater que pour la première fois aussi, depuis 15-20 ans, il y a un certain rassemblement. Il n'est pas encore complet, mais il existe. Je rappelle quand même que le Gauche d'ouverture, le PTB-Go, qui a été initié suite à l'appel justement de la FGTB Charleroi qui demandait la création d'un pôle de gauche à la gauche des partis traditionnels, a pu rassembler différentes composantes politiques comme le PC et la LCR, différentes personnalités. Je rappelle quand même que José Dubié, ex-sénateur écolo, Hugues Lepage, Isabelle Stengers, donc toutes des personnalités de gauche se sont dit on n'est peut-être pas d'accord sur tout. Oui, vous êtes allé chercher des gens essentiellement chez Écolo, d'ailleurs. C'est pas un hasard qu'on est cherché Écolo, parce que notre programme, justement, comme José Dubié le dit bien, c'est justement focalisé sur les questions écologiques. Dans mon dernier livre, Première à gauche, je prends justement 2-3 chapitres pour traiter qu'il y a une urgence écologique aujourd'hui. Et c'est ça qui fait aussi que les forces se rassemblent aujourd'hui, et que pour la première fois, peut-être, on va pouvoir avoir des députés. Mais Vega aussi insiste sur l'urgence écologique. Tout à fait. Alors, quoi, vous vouliez absorber les petits, vous? Non, pas du tout, c'est la raison. Pas du tout. Nous, on a pris nos responsabilités. Nous étions le parti le plus grand à la gauche de gauche. Donc, on a tendu la main à l'ensemble des composantes. On n'y est pas encore arrivé maintenant. Ils n'ont pas voulu. Mais on va y arriver un jour. Vous n'avez jamais rien proposé. J'ai proposé à M. Westphal à l'époque, évidemment, de travailler ensemble. Mais je crois que c'est vraiment positif. Et quand vous dites que c'est pour absorber les petits partis, je pose la question. Moi, je posais la question. Est-ce qu'un membre de la Ligue communiste révolutionnaire ou du Parti communiste est tête de liste à un endroit précis chez vous? Mais non, ils sont tous candidats. Non, ils sont absorbés et on jette de la poudre aux yeux derrière ce parti de gauche. Je propose que vous ayez un petit peu de respect pour ces autres partis de la gauche de gauche qui sont très actifs sur le terrain. Tous les militants du PTB, mais pas sur la façon de procéder. Je crois vraiment que tous ces partis sont très actifs sur le terrain et que justement cette unité et que beaucoup de délégués syndicaux sont très contents aujourd'hui de voir qu'une certaine unité existe et justement qui va pouvoir matérialiser le retour d'élus de la gauche dans les parlements. Parce que c'est ça l'enjeu politique qu'elle a aujourd'hui. Ces 10 dernières années, lorsqu'il y a eu le pacte des générations, lorsque la chasse aux chômeurs, dans tous ces moments-là, le peuple de gauche s'est trouvé orphelin de députés qui n'étaient pas présents dans les parlements pour relayer. On vient de voir là que la gauche n'était pas très unie. Alors on va passer à la droite quand même. La FGTB n'a pas appelé à soutenir le PTB. La FGTB a demandé un rassemblement des forces
de gauche, à FGTB Charleroi, je le rappelle. Madame Dehaene, le PP aujourd'hui est crédité de 5,9%, aux alentours de 5,9%. Alors avec les autres partis de droite, c'est bien cette droite extrême, on peut l'appeler comme ça, atteindrait 12,2%. C'est plus, selon les sondages, que le CDH ou Écolo. Là aussi, qu'est-ce qui fait que vous ne vous rassemblez pas ? On a compris qu'il y avait beaucoup de conflits personnels. Non, je pense que tout simplement, chacun a son ADN et donc chaque parti a besoin d'avancer selon ses propres manières. Et dans le futur, rien ne nous empêchera éventuellement de travailler ensemble. Mais à ce stade-ci, on a notre ADN. Et clairement, je veux dire, le Parti populaire a été créé il y a voici 5 ans. Ça a pris du temps pour mettre le Parti populaire sur les rails. Aujourd'hui, on y est. Et je pense qu'il faut rester dans cette lignée du Parti populaire qui a son propre ADN. Il n'y a pas des haines corses, là, au sein de la droite extrême? Parce qu'on sait qu'il y a eu des exclusions, il y a eu Rudy Arnault. C'est quoi la droite extrême? Tout simplement, aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, le Parti populaire, aujourd'hui, correspond à ce que le citoyen attend réellement sur le terrain. Mais ce n'était pas ma question. Oui, mais c'est ça la réalité des choses. Aujourd'hui, on n'a pas des débats sur les choses réelles, les préoccupations réelles qu'a le citoyen. Par exemple, Bruxelles, il y a des quartiers entiers où les gens ne sortent plus. Les petits pensionnés aujourd'hui ne sont même plus entendus. On va y venir au débat. Mais c'est ça l'élément crucial finalement. Pourquoi est-ce que les jeunes partis ou les plus petits partis émergent aujourd'hui? Parce qu'eux ont l'écoute des citoyens et que les grands partis, malheureusement, ne l'ont plus. J'invite Pierre Vorians, politologue à l'Université de Liège, et Marcel Sel, chroniqueur et spécialiste des réseaux sociaux, à nous rejoindre. Mais d'abord, comme vous tous, nous sommes allés dans la rue avec cette question. Êtes-vous tenté par les partis émergents ou les petits partis? Voici quelques réponses. Moi, je ne les connais pas, donc je ne vais pas voter pour eux à partir du moment où je ne vois pas qui c'est et quel est leur programme. Non, je ne vais pas voter pour un de ces petits partis. Normalement, un parti plus traditionnel, mais c'est possible que d'ici là, je change. C'est possible. Il faut avoir un poids politique et le petit parti restera un petit parti, donc... Moi, j'ai un petit ras-le-bol des gros partis. Peut-être ils peuvent se mettre un petit peu de côté aussi pour donner la chance aux autres. On a besoin de cette partie politique parce qu'ils proposent toujours des choses, des programmes que les partis traditionnels souvent ne pensent pas. Ils sont essentiels pour la démocratie, mais pour le reste, ils n'ont pas beaucoup de poids. Ce serait une voie de perdue, je ne ferais pas ça, non. Vous savez, un petit parti commence toujours plus petit et d'ici peut-être 5-10 ans, ça grandira, ça deviendra peut-être un parti comme le Parti socialiste ou comme le CDH. Ils n'ont pas de poids, c'est un élément qui ressort dans ce mini-sondage. Pierre Vorians, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Oui, forcément, puisqu'ils n'ont pas encore de siège parlementaire, à part le Parti populaire qui en a un, mais mal occupé. Oui, fort mal occupé. Donc, ils n'ont pas de siège parlementaire, donc ça veut dire qu'effectivement, ils ne pèsent pas à l'endroit où la décision politique se fait. Mais ils pèsent sur les programmes des partis. C'est clair que la simple présence de partis à gauche et à droite du PS et du MR respectivement provoque une repolarisation, si on veut, du paysage. Ça veut dire que ça force les autres à se radicaliser, ça force les partis traditionnels, le PS et le MR on voit en tout cas que ça a des effets, pas nécessairement de radicalisation, parce qu'en même temps il y a des éléments de programme plus à gauche et plus à droite qui sont mis en évidence dans les deux grands partis, si on veut, du côté francophone, mais en même temps, ils gardent quand même, ces deux partis, leur volonté d'essayer de manger les deux partis qui prennent le plus de voix après eux, c'est-à-dire le CDH et Écolo. Donc ils sont des partis extrémistes, si on veut, puisque pour moi le mot extrémiste n'est pas nécessairement péjoratif, ça veut dire qu'ils sont plus loin sur l'axe gauche-droite. Ces partis, évidemment, étirent le système et réorientent, en quelque sorte, ils donnent du sens aux politiques. Marcel Sel, on l'a entendu tout à l'heure, je viens à vous. Bon, on s'en rend compte, c'est dur d'être un petit parti. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes un spécialiste des réseaux sociaux, est-ce que ces réseaux sociaux offrent quand même aux petits partis la possibilité de mieux se faire connaître? Oui, tout à fait. Je ne suis pas spécialiste des réseaux sociaux, je suis beaucoup. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Oui, oui, non, mais tout à fait. Je prends par exemple la NVA a beaucoup fonctionné, beaucoup utilisé les réseaux sociaux au point qu'ils vont s'inscrire en masse sur des pages Facebook qui ne les regardent pas du tout.
Donc c'est juste pour être présent. Ça, c'est Oui. un exemple. Oui. Les partis... Est-ce qu'on voit la même chose au sud du pays? On voit la même chose. Oui, peut-être non. Il n'y a pas tellement de captures. On n'est pas encore aussi moderne au sud, je dirais, à ce niveau-là. Mais par contre, il y a beaucoup d'explications sur Facebook. C'est-à-dire que ce qu'on ne trouve pas dans la presse ou à la télévision sur les petits partis qui sont relativement peu invités, ils l'expliquent eux-mêmes. Ils sont là, hein. Oui, là maintenant, ils sont là, bien sûr. Non, mais je veux dire relativement peu. Et c'est pas illogique. C'est évident qu'il faut à un moment donné dire qui apparaît, que c'est évident que les gens pour qui des millions de gens votent soient plus souvent dans les médias. Mais donc ils peuvent expliquer, et ça c'est pas mal quand même. Paul Bossu. Oui, je voudrais réagir concernant le fait, on a beaucoup parlé ici de clivage gauche-droite. Je voudrais préciser que chez les Pirates, on trouve ça des notions du siècle passé, de dire que voilà, on est de gauche, on est de droite, il y a des bonnes idées partout. Et aussi concernant les élus, on n'a peut-être pas d'élus chez les Pirates au niveau belge, mais au niveau international, parce qu'on est un mouvement international, on est présent sur les 5 continents, dans 60 pays, on a 2 eurodéputés suédois, on a des sénateurs en Tchéquie, on a des élus parlementaires en Islande, on a des dizaines d'élus régionaux en Allemagne. Et nous, ce qu'on propose, en Belgique, on est souvent considéré comme un parti qui milite pour le téléchargement des fichiers. Oui. Or, les Pirates portent un vrai projet de société basé sur la participation citoyenne, basé sur la transparence des institutions, basé sur une évaluation des politiques publiques et basé aussi sur un renforcement du respect de la vie privée. C'est-à-dire qu'on veut offrir aux citoyens la possibilité de se forger une opinion, mais surtout leur donner les moyens de le défendre. Car pour nous, un des enjeux majeurs des années à venir, c'est de retisser un lien entre les citoyens et le champ politique. Tout ça en tenant compte de la révolution numérique. C'est-à-dire qu'actuellement, il existe des outils de plateformes participatives qui permettraient un lien direct entre les élus et les citoyens. En 2014, on pense que c'est possible. Pour le dire en une phrase, je reprendrai le titre. Faire de la politique autrement. Voilà, le titre de l'écho de la bourse de cette semaine, c'était les Pirates veulent forger la démocratie du 21e siècle. On ne peut pas le résumer mieux. Raoul Edebo. Je peux peut-être rebondir sur ce que M. Verjans a dit, parce que je pense que c'est assez intéressant. C'est qu'effectivement, on voit aujourd'hui dans le paysage politique belge francophone que sans avoir de députés, il y a déjà une influence sur les politiques qui sont menées. C'est un fait évident. Ça va parler des intérêts notionnels. Non, mais non, j'allais vous parler de l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune. Quand on voit, donc l'impôt sur la fortune a été réintroduit dans les programmes PS, écolo, et j'entends même petit à petit commencer à parler du côté du CDH. Pourquoi pas une imposition sur la fortune? On voit que le fait même que le PTB-Go augmente dans les sondages fait déjà une pression sur les politiques en place. On a eu le même phénomène avec la TVA de 21%. L'impôt sur la fortune, il me semble que c'était dans le programme du PS. Non, alors ça fait 25 ans qu'il est là. Ça fait 25 ans qu'il est dans le tiroir. Et donc, je crois que c'est ça qui est important. C'est que la garantie qu'après le 25 mai, ce type d'engagement de faire payer les grosses fortunes, celui de maintenir la TVA à 6% sur le gaz et l'électricité, si les électeurs veulent des garanties qu'on maintient ces promesses électorales, il faudra voter pour des partis comme le PTB-Go qui pourront dans les parlements justement faire pression pour qu'on maintienne ce cap social. Laurent Brognier. Mais je veux aller encore plus loin. Effectivement, il y a pression, moyen de pression, il y a pouvoir de conviction, je veux bien l'admettre. Mais je crois que voter pour un petit parti, ce n'est pas perdre sa voix, contrairement à ce qu'on l'entend toujours. Il est quand même fondamental de constater, d'apprécier le fait que nous vivons dans une démocratie, que nous pouvons voter au suffrage universel. Mais c'est faire honneur au suffrage universel et de profiter de ce droit que de voter et d'exprimer son opinion. Et c'est comme ça que les choses changent. Là-dessus, beaucoup de réactions. Je vous en lis une. Les petits partis sont-ils conscients qu'ils bénéficient plus d'un vote de rejet des partis traditionnels qu'un vote d'adhésion à leur programme? Pour vous, c'est plus vrai, ça? C'est clairement pas vrai pour nous. Je crois que nous portons un projet positif. On a un projet très particulier, qui est le rattachement de la Wallonie. Absolument, mais donc on adhère, on ne rejette pas les partis traditionnels en votant pour nous, quoique toutes les voix sont bonnes à prendre. Mais ceci dit, une chose est certaine, nous portons un projet positif, un projet concret, et donc les personnes qui votent pour nous adhèrent à notre projet. Une réaction, Pierre Borjans, vote de rejet quand on vote pour les petits partis? Oui, bien entendu, mais pour les grands partis aussi, il y a des gens qui votent pour Di Rupo parce qu'ils n'aiment pas De Wever, il y a des gens qui votent pour Charles Michel parce qu'ils n'aiment pas Di Rupo, je veux dire, et vice-versa, je dirais. Donc, il y a des votes de rejet partout, ça c'est bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est que, je dirais, le politique se fait
contact direct, au corps à corps. Et c'est comme ça que les petits partis continuent à exister, parce qu'il y a des gens qui sont convaincus par d'autres personnes qui les convainquent. Et je dirais, c'est ça qui est intéressant dans la dynamique actuelle, qu'on voit depuis quelques semaines, c'est que leur apparition dans les médias leur donne un effet multiplicateur. Donc ils peuvent mieux se faire entendre. Mais la vie politique, elle se fait, je dirais, presque au corps à corps, effectivement, en conviction directe. Pourquoi donner la parole aux partis émergents uniquement en campagne? Je vous pose la question à vous journalistes, pourquoi le faire uniquement en campagne électorale et entre deux, eh bien c'est le silence radio complet? Je me pose la question On de vous savoir entend pas pourquoi. beaucoup non plus, hein, en dehors de... Invitez-nous, on a de des la choses à dire. campagne. Invitez-nous, on a des choses à dire, madame. Oui, Yacine Dehaene. quand même bondir dans le sens de M. Verrians, parce que nous, on est sur le terrain depuis maintenant 6 mois et on fait du corps à corps, comme vous dites, et on entend aussi ce que les gens disent sur le terrain. On est en phase avec leurs demandes, que malheureusement, les grands partis sont vraiment dans un bloc chez eux. On dirait qu'on aurait mis du Xanax dans de l'eau, hein, pour dire, voilà, surtout ne parlons pas des problèmes des gens et concentrons-nous maintenant sur notre propre problème. Quel est leur problème du grand parti? C'est de rester au pouvoir et c'est de ne pas changer les choses telles que le citoyen le souhaite. Et c'est là qu'il y a le grand problème aujourd'hui. Et c'est pour ça que les partis émergents et les petits partis, comme on dit, ou les partis émergents ont leur succès aujourd'hui parce qu'ils sont à l'écoute du citoyen. Allez, on va parler programme, mais avant ça, une question encore, Marcel Sel. Pourquoi c'est aujourd'hui, selon vous, que ces petits partis émergent vraiment? Parce que finalement, depuis l'arrivée des colos il y a quelques années, il n'y avait plus de bouleversement dans le paysage politique francophone. Oui, mais alors, encore faut-il savoir s'ils émergent vraiment. On le saura aux élections. Les sondages leur sont plutôt voilà, favorables. Les sondages leur sont plutôt favorables. Non, je pense... Alors, qui émerge ici autour de la table? Je pense qu'il y a principalement le PTB, le PP. Et le PP, donc, dans le cadre du Parti populaire, c'est un projet qui manque, enfin, c'est un projet de programme qui manquait au paysage politique, c'est-à-dire un programme de type droite populiste, non pas extrême droite, et moi je dirais plutôt droite radicale, droite dure. Vous qualifieriez de populisme? Oui, je qualifie de populisme, avec un programme fiscal qui, à mon avis, est encore plus difficile à pratiquer que celui du MR, mais on voit que même dans les grands partis, il y a aussi des fantaisies. Mais bon, je veux dire, il y a des idées, il y a de l'idée, et je crois que là, on comble un trou qui mais à gauche, la gauche de la gauche. Alors, à la gauche de la gauche, il y a le fait que le PTB a réussi à effacer le marxisme-léninisme, alors qu'il est toujours dans son programme, mais de sa communication, qui fait que les gens en ont moins peur et ils vont écouter effectivement les propositions du PTB. C'est l'effet Raoul Edebeau qui est avenant et souriant même quand il défend le communisme. Voilà, c'est ça. C'est Raoul Edebeau, c'est un peu Trotsky avec un grand sourire attaquant Kronstadt. Allez, on a bien un programme. Paul Bossu, brièvement. Un petit point sur le sondage. Vous parlez des sondages. Il faut savoir comment ça se passe dans les sondages. Ipsos fait une liste, téléphone aux gens et passe en revue chaque parti un par un. Le Parti pirate n'est pas dans la liste. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Ipsos téléphone pour ses enquêtes? Ils disent aux gens, Parti socialiste, non, Parti MR, non. Mais écoutez, réclamez chez Ipsos, je crois que c'est la meilleure solution. Voilà, on en tiendra compte. On n'est pas dans les sondages, on n'y sera jamais, à moins que quelqu'un dise, quand il a fini d'écouter toute la liste des 19 partis, de dire à la fin, bon, bah alors je vais voter pour Parti pirate. Et eux l'encodent, mais ne le rajoutent pas sur la liste. Allez, vous avez la parole, je vous la laisse. Et on va parler programme. Un des gros thèmes de la campagne, c'est bien sûr la fiscalité. Vous, au Parti pirate, vous estimez que les citoyens doivent aussi participer aux décisions budgétaires et fiscales, si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'ils pourraient décider d'où vont leurs impôts, par exemple? Non. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne veut plus de conclave fermée où les gens se réunissent à quelques-uns dans une pièce et puis sortent avec des solutions miracles et des baguettes magiques. On n'a pas ces cap-là. On veut mettre, pour chaque domaine ou pour chaque sujet de discussion, on veut mettre en discussion les citoyens concernés et les experts. Parce que voilà, les partis traditionnels qu'ils font, ils appellent aussi des experts quand ils font leur conclave, etc. Seulement, ils choisissent et ils font tout ça sans transparence. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir le jeu. C'est-à-dire, on veut avoir accès à toute cette information, à toutes ces discussions. Un exemple concret, quand l'Europe a demandé à la Belgique de faire un peu plus de transparence concernant les dotations aux partis politiques et la loi des financements des partis, qu'ont fait nos élus? Ils ont fait une réunion à huis clos et en conclusion, ils ont augmenté les dotations. C'est pas
C'est pas ça qu'on veut. On Donc, veut des élus qui soient vraiment il à faut l'écoute. que des citoyens participent à ces décisions. Ils soient à l'écoute en permanence des citoyens. Les outils sont maintenant possibles. C'était pas possible au siècle passé, mais il faut arrêter maintenant. On est en 2014, sur les c'est impôts, possible. par exemple, je crois qu'il n'y a personne qui va avoir envie de payer plus d'impôts. Sur les impôts, vous savez, je travaille au ministère des Finances depuis 10 ans. Voilà, les impôts ont été complexifiés d'année en année en année. On a rajouté des cases, on a rajouté des cases. Donc, il y a aussi des choses à faire. Si on n'écoute pas les citoyens, mais qu'on agit soi-même dans une petite tour d'ivoire, ça n'ira pas et ça n'ira plus. Et maintenant, avec la révolution numérique, on doit avancer, on doit oublier ces méthodes de travail. On l'a bien compris. Vincent de Crolly, une des idées neuves de Vega, c'est le salaire maximal. Alors j'ai calculé, ça fait 18 000 euros bruts par mois à peu près, hein, et 100% d'impôts pour les vraiment riches, pour ceux qui seraient au-dessus, si j'ai bien vu dans votre programme. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'un chirurgien, par exemple, va arrêter d'opérer quand il sera arrivé à 18 000 euros de salaire, ou bien il va s'établir en Suisse. Enfin, écoutez, comment vous voyez la mise en pratique de ça? C'est une idée qui a été popularisée par Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche en France. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut très sérieusement vivre bien, et plus que décemment, avec 18 000 euros par mois. Ah oui, ça, on n'a pas dit le contraire, mais vous ne répondez pas à ma question. Ça veut dire que quand on a gagné 18 000 euros, je prends l'exemple d'un chirurgien, on peut en prendre d'autres, on arrête d'opérer. Non, il faut que les gens continuent à travailler. Il n'est pas question d'exclure les chirurgiens du marché du travail, ni ceux qui gagnent plus que 18 000 euros. Ou les patrons, hein, mais au-delà de 18 000 euros, il nous paraît à nous tout à fait normal que l'on contribue à 100% à l'avenir de notre collectivité, au paiement des soins de santé, au paiement de la dette à rembourser, au paiement d'un certain nombre de frais en matière éducative, en matière de société, de nouveaux choix à faire, de transport. Et voilà, cet argent-là, il doit servir à cela. Il n'y a pas du tout question d'empêcher les chirurgiens ou qui que ce soit qui gagne plus que 18 000 euros par mois de travailler. Mais 18 000 euros par mois, c'est largement suffisant. Et au-delà, on taxe. Vous êtes d'accord, Marie-France de Gondes? Hein? Évidemment, révolution fiscale nécessaire, obligatoire. Apparemment, le PS, lui, a oublié qu'il s'agissait d'un outil de gauche, hein, l'instrument fiscal. Et nous, on veut décaler les tranches, on veut plus de progressivité. Au jour d'aujourd'hui, à partir de 36 000 euros, on est taxé à 50%. 36 000 euros, c'est pas énorme. On veut remonter ce plafond. Par contre, au-delà, par exemple, de 100 000 euros par an, il va de soi que des tranches supérieures, telles que 70-80%, doivent pouvoir être prévues. Une réaction, Yasmine Dehaene, à ces programmes qui moi, fixent un salaire maximal, par exemple? Moi, je suis assez étonnée parce que je pense que quand on a un gâteau n'est pas figé et il doit y en avoir pour tout le monde. Donc, au Parti populaire, on dit clairement on doit tenir compte de tout le monde qui participe à la société. Et c'est en créant de la richesse et en créant des jobs qu'on va pouvoir y arriver. Et donc, nous, clairement, dans notre programme, on veut inciter à la création d'emplois, on veut inciter des mesures fortes, entre autres, les 3 premiers jobs, on voudrait qu'on on paye à salaire fixe. Mais je dis... Vous voulez beaucoup moins d'impôts sur le travail, j'ai lu votre programme aussi. Oui, mais je n'ai pas très bien compris comment vous le financiez, ces diminutions d'impôts. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre programme, c'est que vous demandez une hausse de la TVA de 21 à 23%. Effectivement. Je voudrais quand même 2 minutes revenir sur un article qui m'a frappé ce week-end dans le Tête. Et c'est un article qui parle justement de Molenbeek et son problème socio-économique. Et là, quand on lit, et c'est assez frappant, donc c'est un Belge marocain qu'on interroge, qui a créé, et il dit Molenbeek aujourd'hui, si on créait des sociétés, s'il n'y avait pas les sociétés d'abord qui ont été créées par eux, il n'y aurait pas d'emploi. Et si on pouvait en créer encore beaucoup plus, on pourrait mettre les gens au travail. Et en fait, dans ces termes à lui, il explique clairement... Mais répondez peut-être un peu à la question. Pourquoi le Parti populaire... Moi, je veux simplement... Il explique qu'en créant de la richesse, on peut engager et on peut faire fonctionner l'économie. Il le dit clairement. Parti comme le Parti populaire demande une augmentation de la TVA de 21 à 23%. C'est pas très populaire. C'est quand même pas très populaire. Vos électeurs doivent savoir que vous demandez cette augmentation de fiscalité. À partir du moment qu'il y a une richesse qui est créée, alors la TVA, et on parle de biens... où il y a TVA de 21% et d'application. C'est la taxe la plus injuste, la TVA. C'est celle que tout le monde paye. Les petits travailleurs, tout le monde doit la payer et vous demandez de l'augmenter. Moi, je trouve que parti de gauche, ce n'est pas acceptable. D'abord, on regarde dans notre programme, qu'est-ce que nous on prend en premier lieu? C'est la diminution de tout ce qui est dépenses aujourd'hui publiques. Aujourd'hui, on a On a compris que vous voulez attaquer le service public. Mais c'est là qu'on veut aller chercher un grand morceau. On peut diminuer de 10%. Est-ce que vous pouvez juste confirmer à vos électeurs que vous demandez l'augmentation de TVA? C'est dans le programme, effectivement, je l'ai
élu. Oui, Voilà. mais Voilà. bon, je veux dire, c'est sur des biens de luxe, c'est 21%, c'est pas sur des... Bois de luxe, 21%. Le gaz, l'électricité, le gaz est encore à 21% Si en aujourd'hui Belgique. les gaz et l'électricité est cher, c'est suite au programme écologique qui a été mis en place Ouh là là, aujourd'hui. c'est à cause d'Electrabel qui se fait de l'argent. Regardez autour de vous, regardez les autres pays, et ils ont mis des programmes écologiques en place, mais de la vraie écologie où on crée de la richesse et pas où on taxe au grand maximum aujourd'hui le consommateur. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui en Belgique. Bon, on a bien compris. Le Rassemblement Wallonie-France, au niveau du programme socio-économique, ça irait mieux si on était français, hein, si je vous ai bien lu. Or, le taux de chômage, il est quand même plus élevé, je pense, en France qu'en Belgique. Oui. Non. C'est un peu gênant. Oui, mais on présente toujours les statistiques en comparant la France et la Belgique. Je vous prierai de comparer, la Wallonie et la France. Ça, c'est déjà plus important parce que nous vivons en Wallonie et vous savez qu'avec la 6e réforme de l'État, de plus en plus de compétences et de prérogatives ont été transférées aux régions et communautés. Premier point. Votre deuxième point, votre première question portait sur la réforme fiscale. Mais la nôtre, elle est toute trouvée. Il ne faut même pas la chercher. Une fois que la Wallonie sera région de France, les petits, les moyens revenus et même les hauts revenus seront moins taxés. Le revenu du travail est beaucoup moins taxé en France qu'en Belgique. Je ne parle pas de l'ISF. Le panier de la ménagère coûte beaucoup moins cher en France. L'électricité, le GSM, vous allez chez Carrefour faire recours à panier égal, c'est 9 à 10% moins cher. Le pouvoir d'achat s'en trouvera augmenté. Notre réforme, elle est toute prête. Mais en fait, donc, le rattachement à la France aujourd'hui, c'est le rattachement au gouvernement Hollande. Donc, il y a l'ISF, donc en fait, vous allez dans sa direction. Mais attendez, monsieur Sel, s'il vous plaît, n'oubliez pas une chose. Vous me faites maintenant la remarque, effectivement, la France est dirigée par monsieur Hollande. Il y a peu, voilà, tout à fait. Ce que je vous dis, moi, c'est que les hommes passent et que la République demeure. Mais pour vous, que ce soit un pouvoir... Absolument, nous acceptons les lois de la République, pour vous, que ce soit un pouvoir de gauche ou de droite en France, ça ne change rien. Mais nous avons chez nous, Madame de Moulin, des gens de gauche et des gens de droite. Article 1, paragraphe 2 de nos statuts, le RWF regroupe des personnes de toute opinion politique et philosophique et religieuse, à l'exception des extrêmes, bien évidemment. Donc nous avons chez nous des personnes qui ont plutôt une vision socialiste du monde et des personnes qui ont plutôt une vision libérale des choses. Ça ne nous pose pas de problème, nous sommes un parti pluraliste et très fiers de l'être. Et quand j'en vois les prises de bec ici autour de la table, je me réjouis d'être dans un tel parti. Alors, du neuf aussi, enfin du neuf, on en a déjà beaucoup parlé, hein, du côté du PTB, votre fameuse taxe des millionnaires là, que vous voulez absolument imposer. Pour vous, enfin, on en tirerait 8 milliards, alors que le PS, avec sa taxe aussi sur la fortune, tape sur 400 millions. 20 fois moins. C'est ça, oui, mais c'est Fortune Canada Dry, ça a le goût de l'impôt sur la fortune, mais ce n'en est pas un. Le vrai, c'est chez vous. Non, mais il faut, nous, c'est pas pour la symbolique qu'on veut aller taxer les millionnaires. Nous, on pose l'équation qu'aujourd'hui, il y a des besoins sociaux immenses. Notre premier point de programme est de demander que toutes les allocations sociales soient augmentées au-dessus du seuil de pauvreté. Parce que c'est quand même la première raison de la pauvreté en Belgique, c'est que 15,3% de notre population vit sous le seuil de pauvreté, parce que les allocations sociales se trouvent en dessous. Il faut bien trouver de l'argent. Alors, soit on va chercher dans la poche des travailleurs, ça peut être une option, c'est pas la nôtre au PTB. Soit on va chercher l'argent chez ceux qui peuvent se le permettre. Chez les riches. Il y a eu l'année passée 5700 nouveaux millionnaires en euros en Belgique. Oui. Mais Raoul Edebo, est-ce que c'est ça qui va créer de l'emploi, par exemple? Parce que bon, il y a un sérieux problème d'emploi. Oui, tout à fait. Donc nous, ce qu'on propose, vous n'expliquez pas comment vous allez... on a deux mesures phares en matière d'emploi. D'une part, on a les emplois relais. Donc nous estimons qu'on doit réintroduire le droit à la prépension pour ceux qui le désirent à 58 ans, pour laisser la place aux travailleurs sans emploi dans les mécanismes de production. Deuxièmement, évidemment, avec cette taxe des millionnaires, nous proposons de prendre 3 milliards de C8 pour créer de l'emploi public industriel. Les verriers, il y a plein de connaissances chez nous en Belgique. L'acier, on produit du bon acier en Belgique. Construisons aujourd'hui des transports en commun, construisons aujourd'hui du logement social. Et pour ça, il faut de l'argent. Et ce que nous proposons, c'est qu'avec cette petite taxe, parce que la taxe des millionnaires du PTB, c'est 1% sur les fortunes de plus d'1 million d'euros. Y compris l'habitation, exactement. Donc vraiment, c'est uniquement le matériel nécessaire au boulot, par exemple. Oui, mais c'est les 3% les plus riches en Belgique qui seraient touchés. 97% des Belges ne seraient pas touchés par cette taxe des millionnaires. Pierre Vorians, toutes ces mesures, elles vous paraissent réalistes, crédibles? Non, elles n'ont pas besoin d'ailleurs d'être très réalistes ni très crédibles. L'important, c'est qu'elles donnent du sens de nouveau aux différents projets. J'ai parlé de l'axe gauche-droite tout à l'heure. C'est intéressant aussi de parler en Belgique quand même de l'axe institutionnel, c'est de l'identité collective. Le Rassemblement Wallonie-France donne une réponse à cela. Le parti Belgique Unie et Belgique donne aussi un sens à ça tout à fait différent. Ce qui me semble
intrigant dans la situation actuelle de la Belgique, et notamment du nord du pays, c'est que personne dans les partis belges francophones ne pose, à part Rassemblement Wallonie-France, la question institutionnelle. Je n'entends pas, non seulement ici autour de la table, parce que ici, effectivement, ils ne seront pas autour de la table de négociation, bien entendu. Je dirais, leur efficacité politique, qu'elle soit parlementaire ou non, n'implique pas une efficacité gouvernementale. Je dirais, Raoul Edebord a donné l'exemple de l'exécutif à Borgerhout. Oui. Et donc, effectivement... Ce que vous dites, ça signifie qu'il n'y a pas d'équivalent de la NVA du côté Pas seulement pas d'équivalent de la francophone. NVA, il n'y a plus de mouvement ni régionaliste ni communautariste affiché, affirmé, à part les FDS, qui existent et qui ne sont pas seulement présents à Bruxelles. Mais en même temps, l'option des FDF sur le plan communautaire régional n'est pas tout à fait claire non plus. Quand on essaie d'examiner cela. Et quand le PP se présente comme une espèce d'équivalent de la NVA, voilà, le succès, j'ai envie de dire, et les tentations séparatistes en moins, est-ce que c'est crédible ça, Marcel Seyll? En fait, c'est assez amusant parce que selon les cas, le Parti populaire se réclame de Marine Le Pen, de la NVA. On sent qu'il y a une volonté d'aller chercher les électeurs qui ont peur, les gens qui ont peur. Le thème de l'immigration, là vous prenez un exemple. À votre honneur, vous parlez d'un Marocain, il fallait que vous précisiez que c'était un Marocain, mais c'est un exemple positif. Oui, tout à fait, exemple positif. Mais je veux dire, vous jouez quand même toujours un petit peu sur cet environnement-là. Et ça, j'ai toujours trouvé un peu dommage parce qu'il y avait des idées qui étaient effectivement, je crois qu'il faut des idées aussi un petit peu à droite. Moi, je voudrais, mais je voulais dire un truc assez amusant, c'est que à propos justement de l'institutionnel, c'est que le Rassemblement Wallonie-France, à mon avis, et le BUP c'est pareil, n'ont pas compris quelque chose que la NVA a très bien compris, c'est que pour intéresser l'électeur à un changement, il faut lui offrir du socio-économique. Et c'est pour ça que la NVA ça manque dans le programme. Voilà, et ça manque totalement. Et c'est à son honneur parce que c'est plus honnête, mais en même temps, c'est ce qui fait que la WEF ne décollera pas. Prenez la peine de nous lire. Nous avons un programme socio-économique très je ne clair. l'ai pas trouvé. Écoutez, il est sur notre site. Madame Nos propositions, elles sont claires. Je voudrais juste encore réagir. Mais une réaction, moi je voudrais que vous réagissiez sur ce que vient de dire Marcel Seyll. Est-ce qu'il faut toujours jouer sur la peur? Parce que c'est vrai que le joue pas du tout premier... sur la peur. Je veux dire, allez avec moi sur le terrain. Allez voir aujourd'hui ce qui se passe à Bruxelles. Moi, je suis sur le terrain maintenant depuis 6 mois. Je vois des gens à partir de l'âge de 55, 60 ans qui, après 4 heures en hiver, ne sortent plus. En été, après 7 heures. Donc, on est parvenu à mettre un couvre-feu pour ces personnes-là. Allez voir des jeunes qui... Les pensions sont trop faibles, madame. Ils ont peur de quoi? Des étrangers, madame? Ils ont peur des étrangers, ils ont peur de l'insécurité. Et allez les interroger. Allez sur les terrains. Et l'insécurité, c'est dû aux étrangers? Mais est-ce que j'ai dit que non, je vous pose la question. L'insécurité est là et c'est un état de fait qu'on a laissé perdurer, par exemple. Et je vais juste citer un seul chiffre parce que Molenbeek est une commune à problème. Eh bien, à Molenbeek, on a 95 000 habitants et 15 000 personnes qui sont là d'une manière illégale. Quand on a 15 000... On les régulariserait. Eh bien, la régularisation est peut-être... Il y aurait plus de sécurité juridique pour ces personnes, pour tout le monde, pour tous les citoyens belges. Je ne pense pas qu'il faut régulariser les gens, parce qu'il faut faire des distinctions. Il y a ceux qui travaillent au noir aujourd'hui. Et pourquoi travaillent-ils au noir? Pourquoi travaillent-ils au noir? Parce qu'ils n'ont pas de papier. Et à cause de ça, c'est la surenchère par rapport aux travailleurs belges. C'est par rapport aux travailleurs belges que la chose ne se passe plus bien. Ils ne sont pas syndiqués. Au chômage aujourd'hui à Bruxelles. Mais laissons-les travailler, laissons-les cotiser, laissons-les payer pour notre population vieillissante. Je ne pense pas que ça soit la solution. La solution, non, la solution, c'est de les traquer pendant les 10 années à venir à la sortie des écoles. La solution aujourd'hui, c'est qu'on les a laissés sur le terrain sans leur donner le moindre statut. Eh bien, ils sont là, donnons-leur leur statut. Bon, je crois que vous ne serez pas d'accord et vous n'allez pas jouer vous sur les portes. entendre Ça n'a jamais là-dessus. été bon, ça n'a jamais terminé dans la camaraderie, l'amour et la fraternité, hein, madame. Madame Lecomte, Madame Dehaene, merci pour cette passe d'armes. Et tout de suite, c'est l'heure de la moulinette. Et aujourd'hui, c'est Catherine Hernens, journaliste politique à l'Avenir, et Démétrio Scagliola, rédacteur en chef adjoint de Sud Presse, qui nous rejoignent. Démétrio Scagliola, ces petits partis, selon vous, ils apportent de l'oxygène à la démocratie? Oui, bien sûr, c'est très positif. Et tout d'abord, il y a une chose qu'il faut constater, c'est que ces gens-là, quelque part, ils le font par conviction et par vrai militantisme. Ils ne sont pas là pour défendre.
d'une certaine manière, je trouve ça remarquable, parce qu'ils ne sont pas accrochés à un fauteuil. On voit dans les partis traditionnels, je ne suis plus en position d'être éligible, donc je lance une attaque contre Elio Di Rupo ou contre un tel. Non, ici, je crois pas. Voilà, j'ai lancé un exemple comme ça, chacun y retrouvera les siens. Mais donc, je dis, ici, il y a de la conviction, il y a de l'énergie, il y a de l'enthousiasme. Ça, c'est très bien. Puis, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la désaffection par rapport aux partis traditionnels, qui représente aujourd'hui 72% à Bruxelles comme en Wallonie, si on s'en réfère au dernier sondage. Donc ça veut dire qu'il y a près d'un tiers d'un électorat qui est prêt, je dis bien prêt. Ça c'est beaucoup, hein, oui, c'est plutôt 1 sur 4, quoi. Hein. Oui, bah, ça fait 28%. Et donc, moi je dis, voilà, c'est très bien. Et puis par ailleurs, quel est le problème? C'est que les partis traditionnels, on ne voit plus vraiment la différence entre les propositions. Ici, il y a des gens qui ont des propositions qu'on peut estimé fantaisiste, par exemple, chez Vega, il y a les 32 heures par semaine avec salaire égal. Au Parti populaire, il y a effectivement l'impôt. Certains peuvent trouver plus ça réaliste de mettre 650 000 personnes au chômage et un jeune sur 4 à Bruxelles au chômage? Certains trouvent ça fantaisiste. C'est ça qui est pragmatique et crédible. Et donc, voilà, il y a de l'oxygène. Le Parti populaire avec son imposition sur le travail très très faible. Ici, le Rassemblement Wallonie-France, c'est un point unique finalement. C'est le Rassemblement à la France. Après, on arrête. Après, c'est de la dissolution. Mais donc, moi, je voudrais... Je dis, voilà, c'est de l'oxygène dans la démocratie, c'est très bien. Allez, le point de vue de Catherine Hernet, je reviens à vous tout de suite pour la question. Mais votre point de vue à vous, vous admirez aussi tous ces nouveaux qui se lancent en politique? Tous ces petits partis sont courageux. Moi, j'ai quand même eu un petit peu mal aux oreilles en écoutant le débat. Et puis, je voulais quand même faire remarquer que tous ces petits partis ont quand même une chance, c'est d'être dans un mode de scrutin qui leur permet d'exister. Il y a des pays qui sont des vraies démocraties, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, où ils ne pourraient même pas accéder au débat. Et même en France, on voit bien que autant de petits partis ne peuvent pas accéder. Donc oui, c'est courageux et en même temps, c'est compliqué de s'y retrouver. Et j'étais un petit peu étonnée finalement de voir se reproduire des matchs gauche-droite très forts et très musclés qui font penser à ceux où s'affrontent le PS et le MR. Voilà. J'en reviens à vous, Démétrios Cagliola. Il y avait un moment qui était sympa, c'est quand on a parlé de la moustache de Trotsky en parlant du PTB. Moi, j'aurais plutôt parlé de la moustache de Staline ou de celle de Lénine quand on lit les programmes. C'est vrai que le PTB est très, très fort sur la taxe des millionnaires, les maisons médicales, ce genre de choses. Donc des choses sympas. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le côté fonctionnement interne, le centralisme démocratique, les libertés individuelles. J'ai une question très simple à Raoul et Debeau. Par exemple, vous qui êtes très proche du peuple, enfin c'est ce que vous dites, est-ce que vous êtes pour le référendum d'initiative populaire sur, par exemple, des sujets comme l'immigration, la sécurité, la fiscalité, ce genre de choses? Mais bon, on a répondu oui dans notre programme, donc nous on est pour le référendum. Je trouve la seule d'initiative populaire contraignant. Tout à fait, oui, tout à fait. On a mis notre programme. Maintenant, je pense que la condition pour ce type de référendum, c'est donner vraiment une information complète. Moi, je crois qu'on l'a vu lors des différents suffrages autour de la Constitution européenne. On a vu effectivement une information globalement très pro-Constitution européenne en France, aux Pays-Bas, etc. Et pourtant, le peuple l'a rejeté. Donc, je crois qu'il faut, à partir du moment où l'information est donnée d'une manière très pluraliste, moi, je suis tout à fait pour ça. Et donc, c'est une raison pour laquelle aussi le PTB est un grand pourfendeur de cette démocratie participative. Donc, demain, vous êtes au pouvoir, des gens proposent un référendum sur la limitation de l'immigration, vous vous y opposez pas? Attendez, mais la question c'est que moi je me battrai évidemment politiquement pour mon point de vue, je veux dire, mais je pense qu'effectivement on doit pouvoir permettre une initiative populaire en matière de référendum. Je crois qu'on doit pouvoir avoir ce débat-là. Maintenant, libre à moi évidemment de pouvoir mener mon combat pour mes idées politiques à moi. C'est ça qui va faire du bien à la démocratie, M. Scagliola. Je crois qu'aujourd'hui on a une démocratie de base. Comme en Suisse, on pourrait l'appliquer. Oui, mais j'espère pas avec les mêmes résultats. C'est ça le combat. Le problème, c'est qu'il y a presque plus de gauche en Suisse. Avec les mêmes questions. Avec les mêmes questions. Avec les mêmes questions. Oui, mais tout à fait. Paul Bossu, ça va dans votre sens, hein? C'est que voilà, il faut nuancer entre référendum et démocratie participative. Parce que bien souvent, les référendums, c'est une question orientée avec quelques petites réponses prédéfinies par un groupe de gens. Et donc, le débat est orienté. En Suisse, par exemple, il y a des grandes campagnes d'affichage. Oui, non, on force, on pousse au clivage. Avec une démocratie participative, pour chaque thématique, les gens concernés par la thématique vont émettre des propositions et seulement en fin de discussion viendra la proposition à voter ou à soumettre au vote. Et c'est là toute la nuance entre un référendum basique, je vais dire, que les gens qui ne connaissent pas un peu la démocratie participative ou faire du marketing ou du washing vont utiliser, ou une vraie démocratie participative permanente, du jour 1 au dernier jour. Alors, pour rebondir sur la démocratie participative, il faut savoir qu'au mouvement de gauche, en interne, on la vit au quotidien. Notre programme a été créé, amendé
amender, voter et en perpétuel chantier. C'est ça la démocratie participative. Ça ne se fait pas nécessairement de manière facile. C'est pas facile, bien sûr. Ça se fait dans la douleur, mais ça vaut la peine. Ça permet de donner à chacun de nos membres, dans le cas d'un parti, d'évoluer. Alors, évidemment, en interne, on est comme cela et on veut ce projet de société-là. Et la question que posait, je pense, monsieur Démétrios Kalliola, c'est bien ça, c'était par rapport au PTB. En interne, fonctionnez-vous comme ça? Parce que vous prônez peut-être la démocratie en Attendez, je crois qu'il a déjà répondu. Non, mais je vais quand même répondre là-dessus. Attendez, en interne, au niveau du PTB, il faut une fois venir voir. On a 8000 membres. Il y a des assemblées générales qui se tiennent tous les mois et ça discute ferme chez nous. C'est l'ambiance au PTB parce que c'est ça qu'il faut comme parti. On ne peut pas expliquer une telle croissance du nombre de membres de PTB. On est passé de 2500 à 8000 membres en moins de 7 ans. Demandez à tous ces membres quelle démocratie ils vivent en interne. Ils vont vous expliquer à quel point c'est une bonne démocratie chez nous. Mais c'est une démocratie militante. Ça, c'est clair parce que c'est important pour un parti aujourd'hui. Vous savez, chez nous, nos dirigeants de parti, moi, je vis un salaire ouvrier moyen. C'est un principe indispensable en matière démocratique. Tous nos députés, lorsque nous serons élus, vont vivre avec un salaire ouvrier moyen pendant l'ensemble de la législature. C'est une unicité du Ça veut PTB. dire combien ça? Vous vous y engagez Tout à fait. Moi, je vis combien, avec 1480 € par mois. Ok, et je le dis. Et l'ensemble de nos députés... Et donc, si vous êtes député au lendemain du 25 mai, vous allez gagner combien? C'est l'évidence. 1500, c'est l'évidence. Et vous viendrez toujours en train Exactement. Si on ne vit pas comme on pense, on commence à penser comme on vit en politique. Il faut une autre culture de la politique. Et c'est la raison pour laquelle on met ce point à l'honneur, parce que nos députés vont devoir continuer à vivre comme les gens. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, quand on est député, qu'on a du 4-5 000 € par mois, comment peut-on encore sentir ce que vivent les travailleurs? Ça ne va pas. Donc, je crois que c'est vraiment une autre culture politique qu'il faut. Et je m'y engage, Mme de Moulin, ici, sur ce plateau, je le dis haut et fort, nos députés vivront avec un salaire moyen ouvrier. Oui, Paul Bossu, on vérifiera. Cette histoire de salaire, c'est vrai. Voilà, quand on prend, par exemple, l'économie sociale, on pense toujours que l'économie sociale, ce ne sont que des ASBL. Mais en fait, l'économie sociale a vraiment des vrais principes. C'est une économie participative où chaque personne de la société participe à la prise de décision. L'objectif n'est pas le profit, mais c'est du business parce qu'il faut quand même vendre un produit ou un service. Mais l'objectif, c'est la satisfaction du client. Les investisseurs ne reçoivent pas plus de 6%. Mais qu'est-ce que vous voulez dire Cette économie sociale, elle a démarré il y a des années. Ça, c'est le modèle que vous prônez et on ne gagne pas des fortunes, c'est ça? Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une solution unique. On n'est pas Garcimore, il n'y a pas de baguette magique. Il existe une multitude de solutions dans la société civile, des solutions émergentes, des plateformes de crowdfunding qui naissent d'un peu partout. Voilà, on va vers un autre système. On est en pleine 3e révolution industrielle. On l'a bien compris. On dématérialise plein de choses, les CD, les DVD, plus personne ne les imprime. Maintenant, il va y avoir les imprimantes 3D. On commence à télécharger un plan et imprimer une prothèse pour 100 € ou 200 €, 500 €. Un autre modèle, on a bien compris que c'était votre objectif. Yasmine Dehaene, juste en 2 mots, brièvement, le référendum, la consultation populaire, oui, au PP, pour nous, c'est au cœur du programme, justement, parce que ça permet aux citoyens d'avoir des débats sur des éléments cruciaux dans la société. Et donc, sur ce point-là, on se rejoint. D'accord. Catherine Ernens, une question? Eh bien, moi, je me disais quand même, on peut s'interroger sur l'efficacité que les gens ont à vous donner leur voix réellement, parce que vous voulez tous offrir du changement, c'est très bien, ouvrir le jeu, c'est très bien, mais on n'a pas finalement bien compris si vous étiez prêt à exercer réellement véritablement le pouvoir, et si vous offriez des garanties de faire des élus, parce que est-ce que vous savez combien de voix il faut avoir pour faire un élu? Bien évidemment, et nous ne sommes pas naïfs, nous savons bien qu'il en faut beaucoup et que le seuil d'éligibilité de 5% en fait est galvaudé, qu'il en faut clairement plus en Wallonie. Ça fait depuis 1999. Eh bien, je crois qu'on peut être fier de cette ténacité, de cette longévité, parce qu'on a un projet qui vaut la peine d'être défendu. Et la preuve, c'est que nous sommes... Oui, la preuve... Plus que jamais. Oui, mais Laurent Brognier, vous ne dépassez jamais les 2%. C'est vrai. Donc, à cela, je vous répondrai. Madame de Moulin, on ne perd pas son temps. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les militants qui militent chez nous et qui travaillent activement à la défense de notre projet. Pourquoi c'est si important? Et pour répondre à votre question, nous ne sommes pas un parti de pouvoir. Nous sommes un parti de devoir. Nous devons proposer ce projet aux Wallonnes et aux Wallons et à eux de décider. Nous ne faisons que 2% maintenant. Parce que l'urgence n'est pas encore perçue. Parce que l'État belge est encore plus ou moins debout avec les béquilles qu'on y met. Je vous ai dit, la 6e réforme de l'État va porter ses effets dramatiques dans les 2 années qui viennent. Il y aura une 7e derrière. L'État belge est dépecé de sa substance. Il n'en restera rien. Monsieur de Gucht avait raison, l'État belge va s'évaporer. Et quoi? Qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, nous avons un projet. Pour gérer notre société d'aujourd'hui, vous êtes dans un projet communautaire. Est-ce qu'il a du sens? Oui, parce que nous voulons éveiller nos citoyens au fait qu'il y a urgence, parce que ça va arriver et nous ne serons pas prêts.
Mais est-ce qu'il faut faire un parti politique pour cela? Oui, parce que c'est le seul moyen de pouvoir défendre ses idées devant nos concitoyens. Parce que c'est au cours d'élections, et la meilleure preuve c'est qu'on en discute aujourd'hui, je porte une voix. C'est parce qu'il y a des élections que je peux défendre mon projet. Si nous n'étions pas un parti politique, eh bien, je ne pourrais pas défendre mon projet comme je le fais autour de vous aujourd'hui. Démétrios Cagliola. Très brièvement là-dessus, le système proportionnel belge a beaucoup de défauts. Il a une qualité, c'est qu'il permet la représentativité la plus large. Oui. Moi, j'ai une question pour le Parti populaire, parce que vous avez été remarquablement vu dans la législature pour deux choses. Un, parce que vous avez envoyé un député, je veux dire, qui fait un peu la honte de ses semblables. Et le deuxième, je veux avoir votre positionnement exact par rapport au Front National. Donc on sait que Michael Motrikamen, qui est quelqu'un que vous connaissez très bien, a déjeuné avec Marine Le Pen, et puis on sent qu'il veut y aller, qu'il ne veut pas y aller. Donc clairement, si vous étiez en France, vous voteriez pour le Front National? Écoutez, le Front National... Oui ou non? Personnellement, non. Ok. Alors, je pense que le Front National, il a son ADN propre en France. Mais vous êtes très proche sur certaines thématiques. Sur certaines thématiques, on est très proche. Mais je vais vous rassurer directement, au niveau européen, on ne sera pas dans le groupe de Marine Le Pen. Voilà. Vous voteriez pour qui alors, en France? Écoutez, la droite de l'UMP. Voilà. C'est ça. Mais tout à l'heure, on disait qu'effectivement, dans votre programme, on jouait beaucoup sur la peur. Il y a un gros chapitre insécurité. Hein. Oui. Et là, c'est un gros chapitre parce que c'est vraiment un réel problème. Aujourd'hui, moi, je suis bruxellois. Je suis née à Madame Bruxelles. attendez, je termine. Oui. Vous citez des chiffres qui sont complètement contraires aux statistiques présentées par la Eh bien, moi, police, je vais vous dire que ces qui chiffres, montrent les une statistiques, baisse on les de la fait parler criminalité. comme on veut. Hein. On voit aujourd'hui, on a vu les chiffres hier, les homicides à Bruxelles, plus élevés qu'à Paris. Donc on ne sait pas cacher les cadavres, je pense. Alors ils sont très clairs là. À côté de ça, je peux vous dire, moi qui sillonne depuis 6 mois le terrain, je vous ai expliqué les pensionnés qui ne sortent plus à partir d'une certaine heure, des jeunes filles, des jeunes femmes qui se font violer. Là, vous faites le constat, il nous reste 2 minutes le constat est là, qui se font violer. Vous réduisez les impôts, vous les payez comment? Pas plus de policiers, vous les payez comment? on dit simplement... La première mesure que vous prendriez, La première mesure qu'on prendra, c'est que enlever le travail administratif des policiers, il y en a plus qu'assez. C'est ce que va faire Joëlle Milquet, elle l'a annoncé avant-hier. Elle annonce beaucoup de choses, mais elle les exécute pas. Introduire les armes, quand vous mettez dans votre programme, vous pensez que c'est une bonne idée? Je termine d'abord et je dis tout simplement, les policiers, ils doivent être dans la rue. Mais il y a un autre problème fondamental. Aujourd'hui, le policier qui fait son travail, il n'y a pas la justice qui suit. Et donc, il faut revoir la justice aussi. On ne peut pas continuellement être dans l'impunité et ne pas être puni pour ce qu'on fait. On crée une insécurité, on est là, on voit sur le terrain les gens qui souffrent, qui ne sortent plus, qui se font violer et qui aujourd'hui, des jeunes filles dont j'ai eu le témoignage, qui vont même pas déposer plainte parce que ça prend des années avant d'avoir la condamnation et elles veulent continuer leur vie. Allez, Paul Bossu, la première mesure que vous prendriez, il nous reste 1 minute. C'est vraiment triste d'entendre ces paroles, de voir des gens qui veulent réintroduire le port d'armes. Moi, ce que je voudrais juste dire, s'il faut conclure, c'est que j'aimerais que tout le monde aille voter et ne s'abstienne pas, ne vote pas blanc et ne vote pas nul. Qu'il vote, qu'il s'exprime, s'il vous plaît, pour pas que ces 80% ça, le vote obligatoire, il faut le garder pour vous. Oui, il faut vraiment que les gens s'expriment et votent. Voilà. Bon, eh ben, on va en rester là. Alors, merci. Mesdames, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous fixe rendez-vous dimanche prochain, le dimanche de Pâques. On a un débat là aussi, mais on sortira de la politique. Voilà. Bon après-midi et bonne semaine.